Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Depuis sa rétrocession, Hong Kong s'adapte au changement. La Chine et la Russie souhaitent approfondir leur coopération économique. Importants travaux de fouilles dans les ruines de Yuanmiyuan. Chine, premier contributeur du patrimoine mondial de l'UNESCO avec 52 sites. La Chine, premier partenaire commercial de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Il y a 20 ans, la ville de Hong Kong est redevenue une partie de la Chine après un siècle et demi de domination coloniale. Voyons comment les Chinois ont pu respecter la promesse d'un pays, deux systèmes et les défis qui attendent le territoire insulaire. C'est à Hong Kong qu'on peut observer l'horizon le plus étonnant du monde. C'est une ville d'immigrants avec seulement quelques habitants originaires d'ici. La plupart des Hongkongais sont arrivés de la partie continentale de la Chine. Certains sont arrivés il y a longtemps, d'autres plus récemment. Mais tout a commencé à petite échelle. Le petit village du sud de la Chine n'était qu'un point avant que les Britanniques ne le conquièrent et le placent sous leur domination coloniale. Mais ce qui rend Hong Kong si particulier, ce n'est pas ce que les colons ont apporté, mais ce qu'ont fait les colonisés. En quelques décennies, Hong Kong est devenu l'une des économies les plus libres et les plus dynamiques au monde. En dépit des difficultés, Hong Kong a développé sa propre culture de diversité et son propre mode de vie. En 1997, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, mais son autonomie et son caractère unique sont restés intacts. En fait, la ville a réalisé ses plus grands combats contre une épidémie et autres prédateurs financiers. Mais une chose que Hong Kong ne devrait jamais combattre, c'est sa patrie, qui a toujours apporté sa force à la région. Voici le bâtiment le plus ancien de Hong Kong. C'était aussi le plus grand à l'époque. En 1915, il s'agissait d'une gare ferroviaire reliant Guangzhou à Hong Kong. Même aujourd'hui, Hong Kong sert toujours de pont reliant la partie continentale au monde. Mais ce lien n'est pas sans interrogation. Hong Kong est un territoire minuscule. Tout le monde est en concurrence pour obtenir de l'espace, pour y vivre, pour y travailler et pour faire entendre sa voix politique. En tant que région administrative spéciale, les douleurs croissantes et la confusion politique en ont aveuglé beaucoup et troublé la vie d'encore plus de personnes. Alors que le reste de la Chine se développe, Hong Kong ralentit. La ville insulaire a perdu une partie de son ancienne gloire. Ses habitants peinent à trouver leur place au sein de la nation. Nous sommes à Victoria Park, l'un des espaces ouverts de Hong Kong. Les gens viennent ici pour se regrouper, protester, mais aussi faire leurs exercices matinaux. Le parc est comme la ville, nul ne serait capable de dire qui vient de Shanghai, du Guangdong ou du Fujian. D'ailleurs, personne ne s'en soucie. Ils viennent ici pour apporter un changement. Parfois, ils se frottent les uns contre les autres ou s'opposent les uns aux autres, mais ils trouvent toujours un moyen de remonter ensemble la pente. Beijing et Moscou cherchent à approfondir leur coopération économique et commerciale. La Chine fait également progresser son internationalisation du renminbi en Russie. En Chine, des entreprises et des experts russes s'expriment sur la coopération possible entre les deux pays. Dans le secteur financier, les liens entre la Chine et la Russie se développent depuis des années. De plus en plus d'entreprises russes cherchent en effet à faire des affaires en Chine. La croissance rapide du PIB chinois et la hausse des salaires ont accentué la demande pour toutes sortes de produits et de services. Un état de fait qui a créé des opportunités pour les entreprises russes visant à combler cette brèche. Forex Club est l'une des entreprises. Apparue sur le marché chinois en 2005, elle fournit des services de change à ses clients aussi bien corporatifs qu'individuels. La croissance de la demande de la part des résidents chinois pour les services financiers et commerciaux que nous observons augmente réellement.
et plusieurs facteurs en sont principalement responsables, comme l'augmentation significative du PIB par tête, ainsi que la consommation et les dépenses chinoises. Une des tendances intéressantes que nous constatons est que l'ancienne génération de citoyens chinois est réticente à dépenser. La jeune génération arrive. Les dépenses sur des éléments comme le divertissement et d'autres, comme le commerce, n'est plus tabou. C'est une composante parfaitement normale de la vie. Outre les entreprises privées, Igor Galkin affirme que des individus russes plus riches en valeur nette cherchent également à investir en Chine, alors que les relations commerciales entre la Russie et de nombreux pays occidentaux deviennent de plus en plus tendues. La Russie est soumise à une forte pression financière due aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne, ce qui l'a incité à se tourner vers des pays comme la Chine pour l'investissement. Les entreprises russes ont émis plusieurs obligations d'IMSOM, cherchant ainsi à mobiliser des fonds sur le marché obligataire de Hong Kong. Le dernier plan du pays consiste à émettre des obligations d'État libellées en renminbi. Une fois émises, ces obligations aideront à apporter de l'argent chinois à la Russie et encourageront les entreprises russes à utiliser le yuan lorsqu'elles feront affaire avec leurs pairs chinois. Lors de la réunion des ministres des Finances de la semaine dernière entre la Chine et la Russie, les deux gouvernements ont exprimé leur intérêt pour l'émission plus rapide de ces obligations, mais un tel processus n'est pas si simple. Notre gouvernement veut que la Russie émette des obligations en renminbi ici en Chine et le gouvernement russe veut émettre ses obligations en Russie. En fait, la Russie était prête à émettre le titre en renminbi dès la fin de 2016, mais le quota d'investissement des investisseurs qualifiés en Chine de 90 milliards de dollars américains était déjà pleinement utilisé à cette époque. Le plan d'émission des obligations a donc été suspendu. Jusqu'à présent, les entreprises russes ne voulaient pas émettre d'obligations dans la partie continentale de Chine parce qu'elles ne veulent pas être soumises aux règles du marché local. On a alors constaté que le système d'obligations s'était arrêté. Avant de se rendre à Moscou, Xi Jinping, le président chinois, a déclaré que la Chine et la Russie devraient approfondir leur coopération économique et commerciale afin de renforcer leurs liens d'intérêt et de mieux profiter aux deux peuples. Les deux parties poursuivront leurs discussions pour faire face à des préoccupations réglementaires et finalement proposer les obligations sur le marché. Nous continuons avec les travaux de fouilles à Yongmiyuan, où l'ancien palais d'été à 8 km au nord de la ville impériale de Beijing, là où les empereurs de la dynastie des Qing ont géré les affaires de l'État durant les mois chauds de la saison estivale. Le jardin de Zhuyan a été construit sous le règne de l'empereur Qianlong dans la dernière moitié du XVIIIe siècle. L'empereur a été si impressionné par le jardin d'un général qu'il avait vu dans le sud de la Chine qu'il a ordonné qu'une réplique exacte en soit faite dans Yuanmingyuan, appelée Zhuyan. Désormais, nous ne pouvons en voir que les ruines. Yuanmingyuan est actuellement l'objet de la plus grande opération d'excavation archéologique jusqu'à présent. L'opération a débuté en 2013 et doit se prolonger jusqu'en 2020, soit 8 années au total. La découverte la plus récente sur le site est une tablette en pierre avec une inscription écrite par l'empereur Tiaqing. Les archéologues ont trouvé la tablette par hasard au milieu d'un tas de gravats et de sable. Tout d'abord, nous avons découvert les caractères sur la tablette, puis nous avons trouvé 2 sceaux sur la partie gauche de la tablette, et sur l'un il était indiqué que c'était le sceau de l'empereur Jiaqing. La pierre en ardoise est immense, on ne peut pas la déplacer facilement. L'inscription entière ne peut pas être vue car la plus grande partie de la tablette est enfouie dans le sol. Les archéologues ont également trouvé de vastes terrasses aux alentours du principal hall du jardin. Elles permettaient aux empereurs d'arriver par bateau, de s'accrocher aux terrasses et d'y monter pour arriver ensuite dans le hall. Ont été également découvertes des pierres ayant la forme de nuages, des objets rarement vus dans les décorations royales. Une autre grande découverte est un chemin encerclant une rocaille. Ces découvertes ont permis de révéler le style architectural du jardin de Zhuyan, similaire à celui que l'on trouve dans le sud de la Chine. Alors que l'île de Kulanyu dans la province du Fujian et Oshil dans le Qinghai était ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO la semaine dernière, la Chine compte aujourd'hui 52 sites parmi ceux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Chine occupe donc la première place mondiale en termes de sites du patrimoine. 36 de ces sites figurent dans la catégorie des sites culturels, 12 comme sites naturels et 4 sont mixtes.
Le 6 novembre 1972, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a adopté une convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 4 ans plus tard, cet organisme a créé le Comité intergouvernemental du patrimoine mondial, chargé d'ajouter des trésors culturels et naturels d'une valeur universelle exceptionnelle à une liste du patrimoine mondial. C'est en 1985 que la Chine a ratifié la Convention en tant que partie contractante. Un an plus tard, elle a commencé à identifier et à nommer des sites de son territoire pouvant faire partie de cette liste. Le 29 octobre 1999, la Chine est devenue un État membre du Comité du patrimoine mondial. Les 52 sites chinois comptent certaines des attractions touristiques les plus marquantes, parmi lesquelles la Grande Muraille, les grottes de Mogao et les palais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et Shenyang, des lieux ayant été parmi les premiers à être ajoutés à la liste. Voici une liste exhaustive des sites du patrimoine mondial de la Chine. D'après le ministère chinois du Commerce, la Chine est de loin le principal partenaire commercial de l'ASEAN, l'association des nations de l'Asie du Sud-Est. L'investissement chinois dans les pays de l'ASEAN a connu une augmentation rapide ces dernières années. L'année dernière, les investissements directs en provenance de Chine ont atteint plus de 9 milliards de dollars. C'est 3 milliards de plus que ce que l'ASEAN investit en Chine. Les responsables ont déclaré que le volume du commerce bilatéral avait atteint 450 milliards de dollars en 2016, affichant une augmentation de la part du commerce extérieur de la Chine. Le bloc est le troisième partenaire commercial de la Chine. La Chine et les pays de l'ASEAN ont favorisé leur coopération dans les infrastructures, des projets qui concernent aussi bien le chemin de fer que les ports. À la fin du mois de mai, les projets d'infrastructure étaient évalués à près de 300 milliards de dollars. C'est en septembre que les deux parties ouvriront leur exposition commerciale annuelle dans la ville de Nanning, dans le sud de la Chine. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain avec l'information.